Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Multijoueur, votre rendez-vous jeux vidéo sur Tech & Co. Eh bien oui, j'ai sorti le chapeau et pour cause. Aujourd'hui, on a rendez-vous avec un célèbre aventurier. On va parler de lui et de ses acolytes des années 80. J'ai nommé Indiana Jones. Oui, j'ai laissé le fouet en revanche. Daz n'était pas content que je le prenne sinon. Comment ça va, Daz? Ça va super, merci beaucoup pour cette invitation. Mais écoute, je suis ravie de faire cette émission avec toi. On va se faire ça en duo. Eh oui, bah let's go, on est habitué de toute façon. Habitué. Toujours streamer sur ta petite chaîne? Toujours streamer sur ma petite chaîne, toujours youtubeur sur ma petite chaîne, toujours créateur de contenu sur les chaînes des autres, voilà. Je devrais même dire commandant de bord, Daz, vous allez voir, parce que Daz a quelques heures de vol au compteur. Oui. Sur Flight Simulator, on en parlera, il va en parler même beaucoup mieux que moi. Et on va quand même se faire, tous les deux, eh bien, une petite actu à chaud. Alors, c'est un secret pour personne. Notre-Dame de Paris a rouvert ses portes après 5 ans de travaux intenses. Notre-Dame de Paris, quand on en parle en jeu vidéo, Daz, on pense forcément tout de suite à Assassin's Creed Unity. Voilà, qui était sorti il y a 10 ans. Le jeu qui mettait Notre-Dame en héroïne, j'ai le droit de dire ça, en héroïne du jeu. Quand même, au centre de l'aventure, ouais, voilà, on pouvait visiter Notre-Dame. Il y a 5 ans, quand il y a eu l'incendie, Ubisoft a eu l'idée de mettre la version PC gratuitement à disposition. Et alors là, ils ont fait des millions de téléchargements. Ouais. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'il s'est passé quelque chose de très drôle à l'époque. C'est que les gens qui ne pouvaient pas venir, donc de fait en France, visiter Notre-Dame, s'appuyaient sur les joueurs qui, eux, se baladaient et escaladaient Notre-Dame dans le jeu et partageaient leurs vidéos sur les réseaux. Est-ce que tu as fait ça, toi, Daz? Oui, je suis allé jeter un coup d'œil normal. T'as eu envie aussi? Ouais, oui, parce que c'est vrai que tout l'Assassin's Creed, depuis le départ, il y a quand même un effort qui est fait pour la représentation, le contexte historique de l'aventure, même si après c'est purement fictionnel. Il n'empêche que ça se place quand même dans un cadre qui est vraiment très, très, très réaliste et très documenté. Et j'ai trouvé ça très cool qu'ils l'avaient fait déjà aussi pour... ils ont continué à le faire pour Odyssey, après pour Origins aussi. Ils ont carrément fait des Discovery Tours. Ouais, voilà. Une version épurée du jeu, sans baston, sans ennemis, sans rien. Purement éducatif. Ouais. Et ça, c'est super cool. Moi, j'ai fait jouer ma fille à ces versions-là. Il n'y a pas de combat, il n'y a pas de déplacement compliqué. Tu te promènes, tu visites, et c'est vrai que c'est super bien fait, quoi. Et ça fait des années qu'on leur réclame un Discovery Tour sur Unity, parce qu'ils ont quand même complètement le matos pour... je vais vous faire, à toi, je vais te tutoyer parce que de toute façon, mais à vous aussi qui nous écoutez et nous regardez. On est allé s'entretenir avec Thierry Noël. Alors Thierry Noël, c'est l'historien d'Ubisoft qui travaille justement ce que tu racontais là sur la représentation, la documentation, avant de pouvoir construire le jeu autour de monuments, de principes historiques. Et justement, il nous raconte comment eux ont vécu le côté, l'incendie comme tout le monde, touché par tout le monde, et surtout ce que les gens ont fait du jeu par la suite. On écoute Thierry Noël. Alors l'incendie a été malheureusement l'occasion de redécouvrir la Notre-Dame virtuelle, aussi de compenser la disparition de Notre-Dame par cette redécouverte virtuelle de Notre-Dame à travers le jeu. Ça a été pour beaucoup un retour. C'est déjà un jeu qui a été très apprécié, mais c'était pour d'autres vraiment une découverte en soi du bâtiment. Découvrir le travail qui avait déjà quelques années, mais qui n'a rien perdu de sa précision, de son intérêt et de sa valeur. L'incendie nous a fait réaliser tout à Ubisoft à quel point en fait cette Notre-Dame de Unity avait acquis une importance, était devenue une représentation extrêmement forte de Notre-Dame dans l'imaginaire, toute virtuelle qu'elle est. On sait qu'eux sont mobilisés pour se sont donné rendez-vous, se sont filmés en train d'escalader Notre-Dame et notamment la flèche au moment de l'incendie. Ça nous a fait réaliser à quel point ce travail était impactant et ça rendait justice et en même temps c'était une forme d'hommage pour tout le travail qui a été fait de reconstitution. Alors permettre la visite virtuelle de Notre-Dame, au moins le temps de sa reconstruction, c'est vrai que ça acquiert une importance particulière, c'est quelque chose de très touchant. On sait que les jeux sont une manière de préserver le patrimoine et de le montrer et là dans le cas dramatique d'une destruction, ça permettait encore une fois de le sauver, de l'offrir encore. Et effectivement, au-delà
au-delà du public français, au-delà du public parisien, de l'offrir dans le monde entier, où on sait que Notre-Dame est une icône parisienne, une icône de Paris, peut-être encore plus fortement que d'autres bâtiments, parce que Notre-Dame, c'est chargé d'histoire, c'est chargé de mystère, c'est toute la culture parisienne, c'est le cœur de Paris. Et il y avait cette belle opportunité de la montrer dans son contexte, en attendant, bien sûr, de pouvoir la redécouvrir en vrai. La reconstitution, elle est assez folle de l'intérieur de la cathédrale. C'est qu'on s'est tous amusés à faire. Alors, ils nous l'ont dit au cours de cette interview, il y a évidemment quelques libertés qui ont été faites. Genre la flèche, par exemple, n'existait pas du tout à la Révolution, la flèche de Viollet-le-Duc, alors qu'en effet, tout le monde s'est amusé à l'escalader, mais ça n'y est pas. Il y a eu une version de la visite possible de Notre-Dame en réalité virtuelle tirée du jeu. Est-ce que tu l'avais faite, Daz ? Non, ça je ne l'ai pas fait. Alors ça, moi je l'avais faite juste après justement l'incendie. Ils avaient proposé lors des Journées du patrimoine de pouvoir... De pouvoir visiter, eh bien, sachez que la visite virtuelle de Notre-Dame version Révolution française est disponible gratuitement si vous avez un casque MetaQuest 2 ou MetaQuest 3. Vous pouvez, ils l'ont mise justement pour la réouverture de Notre-Dame, ils l'ont mise à disposition. Franchement, ça vaut le coup, c'est pas très très long et c'est assez bluffant de pouvoir se balader. Et on avait Mélanie de Ribérol, qui est la responsable de tous les projets VR chez Ubisoft, qui nous expliquait qu'avant de lancer les travaux, ils l'ont fait expérimenter aux ouvriers qui allaient être sur le chantier et aux évêques. Et en fait, l'anecdote qui était drôle, c'est que les évêques, donc, qui avaient vu l'église détruite, en fait, ils étaient là et ils regardaient. Et en fait, il y a un des évêques qui lui a fait « Mais on pourrait pas faire une messe virtuelle dans le casque ?» Et alors, j'essayais d'imaginer un endroit avec tous les évêques, ça pourrait être cool. Le casque sur la tête. Mais voilà, donc si vous ne pouvez pas venir à Paris, sachez, si vous avez un casque ou quelqu'un qui a un casque, eh bien demandez-lui de télécharger. Ça s'appelle, que je ne me trompe pas, Notre-Dame Voyage dans le temps. Voilà, cette version d'Assassin's Creed Unity, juste l'intérieur de Notre-Dame. Eh bien, voilà, c'était la petite info pour vous. On va passer à un gros sujet qui nous a quand même fait marrer à présenter avec Daz. Il y a Indiana Jones et le Cercle Ancien qui vient de sortir et que vous pouvez donc aller tester sur Xbox Series et PC. Et l'année prochaine sur PlayStation 5, au printemps, le jeu de Bethesda. Alors, on enregistre cette émission. Moi, j'ai pu passer Voilà, on va pas se mentir, on est en amont. J'ai pu passer quelques heures dessus après avoir fait une longue preview. Je vais parler aux fans. Je vais donner mon avis. Parce que moi, je suis une grande fan d'Indiana Jones. Voilà. Oui. C'est le jeu dont on a toujours rêvé. Soyons clairs. C'est un jeu qui se situe entre les Aventuriers de l'Arche perdue et... Le Temple maudit. Et alors non, et la dernière croisade, pardon, je vais y arriver, ça se passe en 1937. C'est une histoire qui est complètement à part. Indiana Jones est au Marshall College, il est enseignant. Il y a quelqu'un qui vient voler un artefact durant la nuit, qui saccage tout, qui se barre. Et donc lui, forcément, va essayer de rechercher ce chat momifié qui a été volé et comprendre pourquoi. Et il va démanteler une espèce de complot international qui s'appelle autour d'un principe qui est le cercle ancien, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs endroits du monde qui formeraient quelque chose d'un peu mystique et tout. Ne spoil pas. J'essaye de pas trop spoiler. Et donc le voilà qui va se balader évidemment des États-Unis, au Vatican, en Égypte, partout. On est complètement dans l'ambiance. Si vous avez adoré les films, vous ne serez pas... Il y a les nazis qui sont méchants, évidemment. Normal. Voilà. Le principe, c'est pas les Russes les méchants d'Indiana Jones, ce sont les nazis, bon sang. Et on est dedans. Je vais très vite dessus. Il y a tout ce qu'on veut. Ouais. J'ai fini par me faire, moi j'étais la première à avoir dit, mon Dieu, cette vue à la troisième personne. Pourquoi ? Je veux voir... Troisième ? Non. Eh bien si. En fait, c'est une vue à la première personne, je veux une vue à la troisième personne. La troisième personne, on l'a que quand il est avec son fouet là, et qu'il se balade, ou quand il grimpe, ou sur les cinématiques. Il y a 3 heures de cinématiques dans le jeu. Donc vous êtes quand même dans un grand film. On a un film interactif. Mais il est super bien modélisé. Ouais. On a Marcus Brody. Évidemment, Marcus Brody, on a des personnages du film qu'on croise. Il se perd dans son musée aussi Vraiment. Alors, j'ai toujours du mal à me dire, les gens ne vont pas aimer, mais si vous n'avez jamais regardé Indiana Jones, vous n'êtes pas sensible, je peux comprendre qu'on reste un peu en dehors. Indiana Jones, même pour les jeunes générations qui n'ont pas grandi avec les films, comme ça peut être notre cas à nous. Faut les voir. En fait, Uncharted,
Mais sachez... le nombre de jeux qui s'appuient sur l'imagerie qui a été mise en place par les Aventuriers de l'Arche perdue et les épisodes suivants, c'est quand même assez hallucinant. Lara Croft, à l'origine, devait être un homme. Je vous le rappelle, Lara Croft, à l'origine, devait être un archéologue voilà, qui parcourait l'Amérique du Sud et tout. Voilà, à l'origine, c'est un personnage masculin complètement inspiré d'Indiana Jones. Ah, bien sûr. Au final, ils se sont dit, si on fait une version féminine, ça se verra un peu moins. Mais voilà, en effet, Lara Croft, Nathan Drake sont des personnages directement les héritiers d'Indiana Jones. Ouais. Mais il y a dedans, vraiment, ce qui a fait le succès, c'est-à-dire même les énigmes et les puzzle games tombe nickel. Ouais. C'est comme dans le film, quand il fait ces petites énigmes, ça tombe toujours impeccable. Il y a le grain de l'image qui renvoie vraiment au film. Je pense que, allez, vraiment du côté des points négatifs pour moi, il y a les combats. Ah ouais. Les combats au poing, là, ou au revolver, je trouvais ça d'un ennui. Déjà, au début, les premiers combats, j'étais perdu. Ouais. Je donnais c'est du combat au point au début. Et je savais plus où était mon ennemi. La caméra, elle bouge dans tous les sens. C'est vrai que c'est assez déroutant, du coup. Ça, c'était... Alors, j'avoue que pour profiter vraiment de l'histoire, j'ai passé les combats en mode facile parce que j'en avais rien à faire. Ouais. Je suis pas là pour me battre. Mais le reste, tout est fait, tout est dans l'esprit. Il y a les petites phrases, les gimmicks du film, on les retrouve. Tout a été pensé. C'est vraiment un jeu fait par des fans d'Indiana Jones. Et là-dessus, Machine Games, on connaissait Wolfenstein, qui était très bon. Il y a du Wolfenstein dedans. Voilà, il y a des nazis déjà. Il y a des nazis. Il y a le petit message vous expliquant que ce n'est pas un objet de propagande nazie, que ce qui est dedans, il ne faut pas le prendre au pied de la lettre. Ce n'est pas... Ah non, mais je te jure, il y a un message qui te dit, je te le traduis en français, le jeu n'a pas l'intention ni ne doit être interprété comme cautionnant, glorifiant ou approuvant les croyances, idéologies, événements, actions, personnes ou comportements des régimes nazis et fascistes. Parce qu'il y a aussi Benito Mussolini qui se balade. Il y a des gens qui peuvent mal comprendre. Ouais, c'est ça. C'est bien de repréciser au cas où. Quand même. Mais c'est pour ça. Donc, fans d'Indiana Jones, foncez les yeux fermés. Ouais. Ceux qui n'aiment pas Indiana Jones, c'est un très bon jeu, je pense, d'aventure, quand même. Mais du coup, c'est pas déroutant la vue FPS quand même. On s'y fait. Franchement, je m'y suis. Alors, j'étais vraiment réfractaire. Je m'y suis faite. Je te dis, moi, c'est les combats qui m'ont un peu. Voilà. L'infiltration, j'avais beaucoup crié aussi quand on avait fait. Nous, on avait fait 2 heures, 3 heures de preview en disant, elle est un peu ennuyeuse. Ouais. Honnêtement, on oublie. On n'a pas. En fait, on n'a pas envie de ça. On a envie du reste, de ce qui fait. Ce qui fait vraiment la force d'Indiana Jones. Et alors moi, je recommande l'aventure. Ouais, puis même l'humour, le personnage. Ouais. Et puis il est tellement bien modélisé. Et puis il a un vrai, Emmerich Voss là, Emmerich Voss qui est le méchant. C'est l'antagoniste. Il est digne d'un antagoniste d'un film. En fait, on est dans un film. Vraiment, faites-le. Hein. Et la période égyptienne où il faut qu'on se faufile, où on se déguise en fait en ouvrier égyptien pour pouvoir passer, ou quand on se déguise en prêtre. Enfin, c'est tellement drôle aussi. Il y a des touches d'humour qui rappellent vraiment le film. Mais voilà. Après, si vous voulez un jeu de combat, et que vous n'aimez pas Indiana Jones, passez votre chemin. Ouais. Ça n'a pas d'intérêt. Et puis, il y a les petits travers habituels des jeux Machine Games. La mobilité, parfois, des personnages secondaires est un peu raide. Mais si vous êtes capable de vous laisser emporter, vraiment. Je pense que c'est un jeu qui pourrait justement redonner goût à la licence pour les générations qui ne sont pas. Je pense que ça peut être incitatif. En fait, ça va être qui tout double. Les fans du jeu vont, pour moi, plonger parce qu'il y a vraiment tous les ingrédients. Ceux qui ne connaissent rien à la licence, si vous n'aimez pas Indiana Jones, ça sert à rien d'y aller, hein, clairement. Ouais, ça reste une aventure. Ouais, ça reste un jeu d'aventure très très bien fait, mais on est moins. Oui, on a moins de sensibilité, on est un petit peu moins. Il y a moins d'affect. Voilà, il y a moins d'affect. Mais ça reste un très bon jeu, très bien conçu. Honnêtement, moi je trouve que visuellement il est beau parce qu'il est Indiana Jones. On nous a pas modernisé 2024 Indiana Jones. Il fait vraiment années 30. Non, mais il fait vraiment années 30, faut le dire, c'est important. mais voilà, non, j'ai beaucoup aimé. Voilà, au cas où ça ne se sentirait pas. Indiana Jones et le cercle ancien. Mais surtout, ce que je voulais dire, qui me fait beaucoup marrer, qui est un constat que je fais depuis l'année dernière et puis même avant. Pourquoi on a tant d'amour pour les héros des années 80. L'année dernière, on a eu le retour de Robocop, très bon, qui était très très bon, le jeu Nekon. On a un Terminator qui arrive l'an prochain, aussi, qui s'annonce quand même pas mal. Alien, le Ghostbusters, Alien Isolation. Tu l'avais fait, Alien ? Alors, moi, je l'ai fait. Le problème, c'est que j'ai beaucoup de mal à supporter les jeux qui font peur comme ça. Qui te stressent ? C'est stressant à mort. Et je l'ai fait en VR. Ah non, mais t'es fou ! J'ai duré
12 minutes. Et après, en fait, j'ai surtout regardé quelqu'un le faire sur Twitch. En mode un peu backseat, tu t'assois à côté et puis tu regardes. Parce et tu fermes les yeux. Ouais, je me dis au moins comme ça, je suis responsable de rien là. Alien Isolation, franchement, très bonne adaptation. Je pense que c'est un jeu qui mérite le statut de culte. Il est sorti, c'était quoi, 2015 16, ouais, un truc comme ça. Ouais. Autour, Et en fait, maintenant, parce que là, il y a Alien Romulus qui est sorti au cinéma, et du coup, les gens qui ont fait Alien Isolation ont vu que Fede Alvarez, dans son film, avait mis des éléments d'Alien Isolation, des clins d'œil, notamment les bandes de sauvegarde, etc., dans les décors. Du coup, ça a donné un regain de hype au jeu. Et c'est pour ça que je trouve que ça, c'est super intéressant, c'est quand la sortie du jeu permet aux gens de redécouvrir le film, et la sortie du film permet aux gens de redécouvrir les jeux. Il y a un truc de synergie en fait qui se passe, et je trouve que c'est super positif, surtout quand les jeux sont faits avec amour, ce qui était le cas d'Alien Isolation notamment. Ouais, qui était une adaptation extrêmement fidèle à l'ambiance. C'est-à-dire ça collait pas, je crois que ça collait à aucun film, si je me souviens. C'était plus le premier. Ambiance Nostromo, et puis ce qui était révolutionnaire aussi à l'époque, c'est que l'alien, donc il y en a qu'un seul, et on peut pas le tuer. Dans le jeu, tu ne peux pas le tuer. Tu peux que te cacher, essayer de le faire fuir, mais tu sais qu'il reviendra parce que tu ne peux pas le tuer. Et il y a un papier qui est sorti justement sur la façon dont les intelligences artificielles avaient été mises en place. Il y a plusieurs intelligences artificielles pour contrôler l'alien justement, et c'est passionnant à lire. C'était sur The Verge, je crois qu'ils avaient expliqué ça. Il y a vraiment un vrai bon travail qui a été fait pour renforcer l'immersion. Et alors en VR... Un jeu qui a 8-9 ans, on rappelle. Oui. Aujourd'hui. Et en fait, c'est ça qui est très drôle, c'est à la sortie de Romulus, donc cet été, où beaucoup de gens se sont replongés dans le truc et se sont dit, mais en fait, on avait un jeu incroyable en 2015, on s'en rendait même pas compte. Et c'est pour ça que vraiment, je pense que Alien Isolation... D'ailleurs, ils ont annoncé qu'ils allaient faire un 2. C'est vraiment un jeu culte, quoi. C'est l'ambiance, tu penses, des films des années 80, aussi bien dans les action movies, parce qu'on a beaucoup d'action heroes, alors voilà, on a que ça, qui reviennent. Qu'est-ce qui fait que ça marche toujours? On pourrait se dire qu'on va chercher des nouveaux héros, on va chercher de notre inspiration. Alors, il y a eu Stranger Things sur Netflix, c'est quand même un hommage aux années 80, mais c'est les Goonies. Avant ça, il y a eu Super 8, le film, qui était aussi un hommage aux Goonies. En fait, il y a le côté un peu insouciance. Je pense, années 80-90, c'était vraiment le mode de vie occidental conquérant, on se pose aucune question, tout est disponible en abondance, il n'y a pas de question d'écologie, il n'y a pas de question d'économie, il n'y a rien de tout ça. Et puis c'était des enjeux super simples. Maintenant, en fait, c'est vrai qu'on a tendance à... Tu le vois notamment, par exemple, avec les séries qui sortent, qui doivent être un peu plus complexes. Avant, c'était les gentils contre les méchants, on se posait pas trop de questions, c'était super basique. Maintenant, tout est gris, tout est beaucoup plus mature. Moi, je trouve qu'en termes de narration, c'est quand même beaucoup plus intéressant ce qu'on consomme aujourd'hui. Mais par contre, c'est vrai que ça marque moins. C'est moins divertissant. Voilà. Même quand ça fait peur. Oui, c'est moins divertissant au sens vraiment attraction. Tu regardes Piège de cristal avec Bruce Willis. Le film est incroyable. Il y a eu plein de jeux aussi. Hein. Et il y a eu tous les Die Hard trilogie sur PlayStation, je crois. Je sais pas si ça serait possible de refaire Piège de cristal aujourd'hui. Ça n'aurait pas la même cote. Ça a une cote d'amour, ça n'aurait pas. Aujourd'hui, ça sortirait, ce serait en fait, c'est indifférent. C'est ça que des films d'action, à l'époque, il en sortait 13 à la douzaine. Aujourd'hui, quand il y en a un qui sort, c'est un événement. C'est clair. Et puis, on peut pardonner à un film unique d'être un petit peu simpliste dans les enjeux, mais si en fait on avait le même marché du film d'action qu'on avait dans les années 80-90, en fait on saturerait. Je pense que c'est aussi pour ça qu'on en a eu moins au bout d'un moment, c'est que les gens ont dit bon, ok c'est chouette, pam pam boum boum, mais on aimerait bien des histoires... Tu parlais de l'amour qu'on a justement pour ça. Il y a un jeu qui, pour moi, résume ça, c'est Broforce. Est-ce que tu as déjà fait Broforce et Broforce Forever? Je l'ai vu de très loin. C'est une lettre d'amour aux héros d'action des années 80 qui ont tous... Alors, ils sont tous hyper caricaturaux, c'est drôle, c'est un jeu en pixel. On reconnaît Mr. T, Schwarzenegger. Et ils s'appellent tous... Alors, Rambo, voilà, ça s'appelle Rambro. Demolition Man est devenu Demolition Bro. On a Hélène Ribro, Brobocop. Voilà. Et c'est un jeu... Franchement, si vous ne l'avez jamais fait, faites-le pour le délire. C'est un hommage aux action heroes. Et avec tout ce qu'il y a, voilà, Mr. T, t'as tout le monde, il n'en manque pas. Hein. Et c'est un jeu entre la coop, les blagues de potache, tout. Et je trouve que voilà, il y a ça qui, en effet, est-ce que ça manquait? Ça manque aujourd'hui. On a des jeux très sérieux. On a des jeux, même dans les choses des années 80 qui sont reprises. Enfin, Star Wars.
On a à peu près 150 jeux depuis le début des années 80. Mais Star Wars, c'est différent parce que c'est une licence qui continue à évoluer. Mais ça marche tout le temps, elle est intemporelle. Ouais, alors c'est marrant parce que là-dessus, le pari a été assez réussi par Lucasfilm. C'est que comme ils ont sorti 9 films, plus les séries et tous les produits dérivés, mais en fait chaque génération a sa trilogie. C'est-à-dire que pour nous qui avons grandi dans les années 80, évidemment c'est 4, la première, 5, 6. voilà, la seule, la vraie, l'unique. La trilogie originelle qui prévaut, mais pour ceux qui ont grandi à la fin des années 90, c'est plutôt la prélogie. Et pour les plus jeunes qui ont regardé, qui sont arrivés à l'adolescence avec la postlogie. Donc c'est intéressant de voir que c'est un produit culturel qui a su évoluer. Et effectivement qui du coup s'adresse à une audience et qui peut potentiellement s'aliéner les autres. C'est-à-dire que nous qui avons vu les épisodes 4, 5, 6, généralement on est un peu moins réceptif au 7, 8, 9. En vrai... Alors 1, 2, 3, je vous en parle même pas. Oui, alors 1, 2, 3, ça... Ouais, 1, 2, 3, ouais, moins. Mais tu vois, en jeu vidéo... Le 1, 2, 3, l'intérêt du 1, 2, 3, c'était que pour nous, qui étions trop jeunes pour être allés au ciné en 1977 quand le premier épisode est sorti. Tu m'étonnes, on était pas nés. Voilà. On a pu par contre aller regarder en 99 La Menace Fantôme au cinéma et c'était quand même quelque chose. Tu vois, donc il y avait ce côté-là. Je te l'accorde. En jeu, c'est très varié. Ouais. Alors moi je sais que Star Wars Outlaws j'ai beaucoup aimé, qui a été beaucoup décrié, mais j'ai beaucoup aimé. Il y a un patch qui est sorti d'ailleurs. Oui, pour les séquences d'infiltration qui étaient assez... Du jeu, mais franchement c'est un jeu qui mérite et je trouve que pour le coup c'est un véritable hommage à la première trilogie. Enfin à la nôtre. Ouais. Je sais plus sur à la nôtre. À la nôtre, elle est à nous. On a les habituels, les Batman, des choses comme ça. Est-ce qu'il y a des héros des années 80 qui mériteraient pour toi de venir en jeu ou de revenir? Attention, j'ai une liste de ceux qui pourraient. Qui pourraient... justement, on parlait de John McClane, Piège de cristal, enfin Die Hard. Un vrai Die Hard moderne. Ouais, ça serait chouette d'avoir un Die Hard. Terminator, on va l'avoir. Robocop est très très cool. De films d'action. N'importe, de films des années 80, héros des années 80. Parce que, par exemple, tu vois, il y a eu dernièrement Killer Clowns from Outer Space. Okay. Donc là, on est dans le délire des films un peu d'horreur. Il y avait eu The Thing, déjà. Mais je ne sais pas si tu as vu les images de Killer Clown. Non. Alors, est-ce que tu avais vu le film d'origine? Non, c'est un nanar nucléaire. Mais oui, mais les nanars peuvent faire des bons jeux. N'empêche pas. Oui, c'était dans la série des nanars. C'est-à-dire que vous êtes dans un film avec des clowns tueurs qui ressemblent à rien. Mais c'était nanar qui est conscient de l'être. Mais c'était des nanars assumés. C'était complètement assumé. C'était des nanars assumés. Mais voilà, et le jeu... Alors, le jeu, il y avait une bonne idée au début. Je pense que sur la version finale, il est un peu parti en sucette. Mais voilà, le coup des clowns tueurs, on était complètement... Voilà, on est complètement dans le délire. C'était n'importe quoi ce jeu. Figure-toi que Highlander n'a jamais eu de jeu. Ouais, alors il y a eu des projets annulés. Je sais pas si parce que est-ce qu'Highlander serait un bon... ça serait un genre de The Witcher, quoi. Un type avec les cheveux longs et une épée qui se balade et qui coupe des têtes, bon. Et je vais t'en donner un autre qui a eu qui a pas eu de jeu, mais qu'on connaît, on connaît très bien en jeu, qui est Snake Plissken. De New York 1997 et Los Angeles 2013. Mais c'est Metal Gear. Qui est Metal Gear. C'est Metal Gear, donc effectivement... L'inspiration, elle vient de loin. Totalement inspiré. Encore une fois, tu vois, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a des licences qui se sont forgées sur des références à des produits culturels existants et qui ont eu un succès qui transcende le produit d'origine. C'est-à-dire que tout le monde connaît Metal Gear Solid. Et Snake. Et Snake, et Solid Snake, et assez peu de gens connaissent New York 1997 et Los Angeles d'ailleurs 2013. Ouais. 2013. Personne connaît ces films-là, qui sont très très bien pourtant. Ah mais c'est clair. Donc voilà, tout c'était pour faire un petit point sur ces héros des années 80. Il y a aussi... Vas-y, à qui tu penses? En fait, les licences Disney, mine de rien, moi quand j'étais jeune, il y a des temps immémoriaux, un jeu tiré d'une licence Disney était synonyme de qualité à l'époque. Je pense à Castle of Illusion, Aladdin. Quackshot, DuckTales. Et en fait, c'était l'époque où justement, quand tu avais la licence, du coup, ça t'amenait tout le contexte scénaristique et tu n'avais pas trop besoin de te prendre la tête, c'était rassurant pour les développeurs qui pouvaient focus vraiment sur le gameplay. Et ça s'est un petit peu perdu. C'est-à-dire que les jeux à licence Disney ont perdu un petit peu, de leur superbe. Leur superbe. Avant, c'était vraiment des événements, quoi. Alors, JD me souffle fort logiquement en régie un jeu que j'ai oublié et qui a fait de très bons jeux aussi, enfin un film que j'ai oublié qui a fait de très bons jeux, qui est Ghostbusters. SOS Fantôme, qui donne lieu à des licences un peu dérivées parfois, j'ai presque envie de dire meilleures que les derniers films.
Moi, les derniers films m'ont plu. C'est vrai ? Ouais, franchement, moi, je me suis bien marré, en fait. Il y a tous les ingrédients pour faire un bon jeu, Ghostbusters. Ouais, complètement. Mais il y a Luigi's Mansion. Mais c'est voilà, reprend la formule encore Luigi's une fois. Mansion avec son aspirateur à fantôme, c'est complètement ça. C'est exactement ça. Mais voilà. J'ai une question pour toi. Est-ce que tu penses pas que nous sommes la génération aussi qui a besoin de retrouver ses héros d'enfance en jeu ? Oui. On a l'âge moyen du gamer. Voilà, on dit toujours l'âge moyen du joueur PC console, j'entends. Ouais. C'est autour de 40. Ouais. Voilà, on va pas Donc on est cacher. dedans. On va pas cacher, c'est notre âge. Est-ce que c'est pas pour nous faire plaisir aussi ? Bah, bien sûr, c'est du fan service. C'est régressif, c'est confortable. On a les codes, en fait. Quand tu t'investis dans un jeu pour une trentaine, quarantaine, cinquantaine d'heures, il y a un effort à faire pour rentrer dans l'univers, s'approprier les codes. Et Tu d'euros les aussi. connais déjà ? Et autant d'euros. Oui, On est peut-être aussi plus à même de les mettre. aussi. Oui, en fait, c'est ça. C'est que les adolescents, les enfants adolescents qui n'avaient pas forcément d'argent à l'époque de la sortie des films peuvent désormais acheter toute la panoplie, y compris le chapeau et le fouet. Il est très beau, mon chapeau. Il est magnifique. Je n'ai pas le fouet. Non, alors moi, il y a un jeu que je voudrais vraiment revoir parce que j'avais bien aimé les Telltale, mais c'est Retour vers le futur, je voudrais bien un vrai jeu. Mais en fait, je me suis posé la question sur les Retours vers le futur. La version Telltale était très sympa. Ouais, mais c'est des jeux narratifs. Ouais, mais c'est rigolo. En fait, en jeu d'action. Mais il y avait des jeux Retour vers le futur qui étaient sortis. Ouais, mais c'était moyen. C'était pas fou. Hein. Non. Et mais pourtant, à bien un l'époque, vrai jeu. je le disais à l'époque, tous les jeux à licence étaient synonymes de bons jeux. Les Retours vers le futur, c'était pas la folie. Tu vois un peu sur le délire de c'était quoi Carmen Sandiego ? Ouais. San Diego, Carmen pardon. Sandiego, ouais. Voilà, un truc où tu voyages dans le temps. Moi, j'aimais bien. Carmen Sandiego. Voilà, on va jouer à Carmen Sandiego. On va clore là ce retour vers le futur. Et on va parler, parce que je voudrais que tu nous parles de Flight Sim. On va faire un à quoi on joue. Bienvenue à bord du vol Flight Sim 2024. Ici votre commandant de bord, Daz. Incroyable. Daz, t'en as combien d'heures de vol sur ce jeu depuis qu'il est sorti ? Alors sur Flight Sim 2024, je démarre doucement. Il est sorti la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Ouais. Et j'y joue exclusivement en stream. On peut te retrouver, on peut te suivre. J'ai fait initialement, j'avais démarré en stream le tour de l'Afrique. Parce qu'en fait, ce qu'il faut quand même rappeler avec la licence Flight Sim, c'est que la version d'Asobo qui est sortie en 2020 te proposait de jouer sur la planète Terre entière à l'échelle 1 et avec par endroit une fidélité photoréaliste. Quoi. Donc en fait, moi je m'étais dit, le continent africain est quand même assez peu représenté dans le jeu vidéo, ça sera intéressant d'y aller, quoi. Et donc j'ai fait le tour d'Afrique, et puis quand j'ai fini le tour d'Afrique, j'étais avec le chat, et on s'est dit, les viewers sur ma chaîne, et puis j'ai dit, bon, on va pas rentrer à Paris, et donc on est parti, on a poussé jusqu'en Angleterre, puis en Écosse, les îles Féroé, l'Islande, le Groenland, et là on a traversé, on est de l'autre côté, je suis quelque part au Panama ou en Colombie. On t'arrête jamais. Donc j'arrête pas, je dois avoir plus de 1000 heures de jeu sur le premier Flight Sim. Ah ouais, sorti en 2020. Sorti en 2020, ouais. Et je vais reprendre sur la version 2024 qui est en tout point époustouflante. Mais c'est bluffant. En fait, j'arrive pas à comprendre comment ils ont réussi à faire mieux. On est d'accord, que le 2020. Que le 2020, parce que moi, le 2020, vraiment, toutes les 15 minutes, quand je jouais à ce jeu, j'étais quand même en train de dire, c'est incroyable. En fait, on ne se rend pas compte de ce à quoi on a l'opportunité de jouer. En fait, c'est pour ça que je trouve que le sujet se rapproche de ce qu'on disait avec Ubisoft et le côté historique. C'est qu'en fait, il y a un volet tourisme qui est proposé par Flight Sim, qui transcende simplement le « j'aime bien les avions, j'aime bien les hélicoptères ». Mais ils vont chercher des avions historiques. Moi, je me souviens qu'ils étaient allés chercher le Goose... cet énorme avion en bois qui a été construit dans les années 40. Par Howard Hughes. Voilà, qui était un avion qui était censé être un avion militaire américain capable de voler au ras de l'eau, de se poser et un giga hydravion. C'est le plus gros avion en bois au monde conçu. Il a fait un vol. Oui, il a jamais volé réellement. Il a coûté une fortune. Il a mis. Mais il y a aussi le Spirit of Saint-Louis. Voilà. D'un point de vue historique de l'histoire de l'aviation. C'est pareil, ça va être une encyclopédie. Alors, justement, alors c'est très cool parce qu'il y a ce truc-là, mais c'est vrai que aimer le Spirit of Saint-Louis ou l'avion des frères Wright, si t'as pas un petit kiff pour l'aéronautique, tu dis bon, c'est anecdotique en fait. Par contre, ce qu'il faut pas oublier, c'est que
le décor, c'est littéralement la terre entière à portée de main. On peut se positionner n'importe où. Et en fait, juste pour voir un endroit en mode full touriste, On peut juste survoler. tu peux survoler, tu peux passer au-dessus de chez toi, tu peux passer au-dessus de là où tu es parti en vacances, tu peux aller n'importe où, tu peux aller dans des endroits inaccessibles en fait. Et il y a énormément de gens, et c'est ça l'intelligence aussi de Microsoft, c'est de l'avoir rendu disponible pour la Xbox. Vous pouvez jouer en cloud, Ouais, en dessus, en cloud, donc avec la puissance des dernières consoles Ouais. et tout, et ça fait tourner quand même super bien le jeu. Si vous avez une bonne connexion, évidemment, on va me dire ça, mais rien que pour ça, il faut tester, il faut essayer. Ah bah oui, en fait, vraiment, moi, c'est je sais pas si je le répète de temps en temps, c'est vrai, quand je suis en live, je dis, mais est-ce qu'on se rend compte de ce à quoi on est en train de jouer là ? On est sur la planète Terre à l'échelle 1 avec la météo en temps réel, le trafic aérien en temps réel, le trafic maritime dans la nouvelle version en temps réel. C'est-à-dire que quand tu survoles le rail d'Ouessant, tu vois les bateaux qui sont actuellement sur le rail d'Ouessant. Ça, c'est bluffant. Il y avait la météo, l'aviation, le trafic aérien, le trafic maritime. Il y a aujourd'hui aussi la faune et la flore qui sont représentées de manière beaucoup plus vivante. Il y en avait dans le 2020, mais c'était principalement des éléphants dans la savane, et ce genre de trucs. Là, il y a les gens dans la ville. Et surtout, ils nous ont dit, si vous traversez et qu'il fait chaud ou froid, les personnes sont habillées en fonction. Ouais, en fait, il y a plus de vie, parce que c'est vrai qu'on avait l'impression de se balader dans un genre de diaporama très très bien fait, mais un peu aseptisé. Et là, effectivement, tu es au-dessus de la Beauce, tu as des vaches dans les prés, quoi. Donc c'est vrai que ça renforce l'immersion, ça donne un côté vraiment vivant. Tu as l'impression que le monde s'anime pas uniquement quand tu es en train de le regarder, ce qui pouvait être un point qu'on pouvait reprocher à certaines licences, où tu as vraiment l'impression que tout se met en branle quand tu passes et puis tout s'éteint dès que tu es parti. Là, tu as vraiment l'impression que le monde existe avant toi, tu passes, tu le traverses et ça continue, il continue sa vie de son côté. On peut aller partout. Genre, je peux survoler la Corée du Nord ? Tu peux survoler la Corée du Nord, sauf que les données photogrammétriques seront assez light. Les zones militaires, on les verra pas. Voilà. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Asobos, donc le développeur, s'appuie sur Bing Maps. Donc, ils ont les relevés satellites pour la cartographie globale. Et ensuite, ils font des efforts pour certains points. En utilisant la photogrammétrie, donc là c'est de la photo prise depuis des avions, la photo aérienne avec des lasers, etc., pour ensuite faire un plaquage 3D de toutes les photos en texture sur l'univers. Et puis il y a une intelligence artificielle aussi qui, en fonction de là où on se trouve, va avoir au niveau des algorithmes des routines pour dire je suis dans telle région du monde, les maisons sont plutôt à un étage avec un toit rouge, etc. Et en vrai on mesure pas le travail de fou fait sur ce jeu. Alors moi, il y a quelque chose que j'aime bien dans la version 2024 parce que toi, tu voles avec un plan de vol défini. Moi, j'avoue que j'étais en survol des zones que je connaissais. Je faisais du tourisme. Moi, je suis ce qu'ils ont appelé le joueur touristique. Aujourd'hui, ils le disent, ça fait venir des gens sur Flight Sim, parce que Flight Sim, ça existe quand même depuis plus de 40 ans. Voilà, c'est ça. N'oublions pas que c'est un jeu Apple II. À l'origine, c'est un jeu sur Apple II, pas du tout sur PC. Mais ils ont rajouté des missions. Aujourd'hui, vous pouvez choisir... Ils ont rajouté une carrière. Voilà, un mode carrière avec des missions à remplir. Vous pouvez choisir d'être sauveteur, pilote de ligne et tout. Ça, je trouve que c'est pas mal pour donner un côté jouabilité. Avant, il y avait des tutos et des choses comme ça. En fait, effectivement, avant, le jeu s'adressait quand même aux férus d'aviation et effectivement aux touristes d'un jour. Là, maintenant, effectivement, il y a un vrai mode carrière où tu dois passer tes certifications pour pouvoir avoir accès à certains avions. Et puis après, effectivement, tu choisis des carrières, tu crées ta compagnie. Si jamais tu t'écrases, tu as perdu ton avion, ça coûte des sous, il faut le racheter, etc. Il y a un vrai mode qui te permet de te promener, de vraiment t'investir, effectivement, dans tous les sens du terme, t'investir dans le jeu. On va voir Dazerline alors ? Ah bah oui, bien sûr. Moi, je l'avais déjà parce que du coup, c'est ça la blague, c'est que sur le 2020, toute cette partie-là, gestion de compagnie aérienne, gestion de carrière, n'existait pas. C'était des sociétés tierces qui le faisaient, avec des petites applications qui se pluguaient à Flight Sim. Je pense notamment à Honair, qui est une entreprise française, et qui proposait ça. Et en fait, là, Microsoft a pris une partie
de ce truc-là, l'a injecté dans le jeu de base. Et vous pouvez récupérer des sauvegardes. Vous pouvez pas récupérer, vous pouvez pas récupérer vos sauvegardes, mais vous pouvez récupérer des add-ons du store. Oui, bien sûr, bien sûr. Ça, non, mais ça c'est important parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup investi. Après, oui, c'est ça. Mais pas les sauvegardes. C'est ça qu'il faut retenir effectivement, c'est que le marché du simulateur de vol est un marché où il y a le jeu de base et ensuite il y a plein de développeurs tiers qui proposent des avions, des modules, des aéroports qu'on peut télécharger ou non pour renforcer l'immersion et enrichir le jeu, quoi. Donc ça, effectivement, tous les modèles et tous les modules qui étaient optionnels sur Flight Sim 2020 doivent être rendus compatibles pour le 2024. Microsoft a annoncé en plus qu'ils allaient maintenir le 2020 jusqu'en 2027, je crois. Ouais, ils continuent dessus. Voilà, donc si vous restez sur le 2020, vous inquiétez pas, ils vont pas débrancher les serveurs tout de suite. Voilà, vous avez quelques années quand même. Mais ouais, franchement, moi, le 2024, je vois le gouffre à temps libre qui se dessine là. Et ils ont surtout surmonté le bug du lancement qui fait qu'ils avaient des serveurs qui avaient fait n'importe quoi et qui avaient planté le premier jour. Bah, oui, ils ont fait un patch direct. Non, mais c'est surtout que je crois qu'ils avaient pas commissionné suffisamment de machines, ils n'avaient pas dimensionné. Bah, tu vois, on parlait hors antenne de la communication sur Indiana Jones qui était light, qui avait été très light sur Flight Sim. Tout le monde disait ouais, il communique pas, il y aura personne. Bah, ça a été embouteillage à l'aéroport. Ils avaient prévu 200 000 joueurs en même temps, alors que la base de joueurs de Flight Sim 2020 c'était 12 millions, donc forcément. Tout le monde a voulu aller voir. Tout le monde a voulu jeter un œil. Game Pass en plus. Ouais. Enfin moi j'ai joué des centaines et des centaines d'heures sur le 2020 et j'ai réussi à être surpris par le 2024, ce qui est quand même incroyable parce que la Terre n'a pas beaucoup changé depuis. Non. Mais ils ont réussi, à rendre le truc encore plus joli. Donc vraiment, même si vous n'êtes pas aviateur chevronné, que vous n'avez aucun attrait pour la chose aéronautique, juste prendre une montgolfière et y aller en mode touriste, c'est génial. Vraiment. Voilà. Donc Flight Sim Simulator 2024 disponible sur Xbox Series et PC. Et pour finir vite fait, je vais vous parler moi de mon jeu, ma reco, parce qu'on est sur des très beaux jeux. C'est 30 Birds. 30 oiseaux, si vous préférez, qui est un petit jeu belge, fait par un studio belge de 2 personnes, un couple, l'un écrit le scénario, l'autre dessine à la main. C'est un jeu qui est absolument magnifique. Vous êtes en gros, l'environnement c'est une lanterne, la ville est une lanterne, de toute façon la ville s'appelle la Cité Lanterne. Le but du jeu, vous êtes Zig, une jeune détective, qui doit retrouver 30 oiseaux afin de retrouver la déesse oiseau qui s'est réveillée après 50 ans de sommeil et qui a été enlevée par un méchant savant. Et c'est un jeu en fait qui est basé sur les interactions, mais surtout c'est un jeu poétique. C'est un jeu très très beau, qui est très très simple. Les personnages sont un peu barrés. C'est vraiment un truc très très particulier. C'est très simple. Beaucoup plus simple à prendre en main que Flight Sim. Ah oui, j'imagine. Oui. C'est pas répétitif, c'est des petites énigmes, mais voilà, vous avancez de lanterne en lanterne. C'est quoi, c'est un platformer, Ouais, c'est un petit jeu d'aventure où tu déambules dans le décor. Okay. Franchement, c'est très très joli. C'est disponible sur PC et Mac pour le moment. Ça va arriver sur Switch assez vite. Et c'est voilà, tu vois, c'est très dessiné à la main pour ceux qui voient les images. C'est tout simple, mais il y a un petit charme, il y a un petit côté poésie, il y a une simplicité qui est extrêmement touchante. Alors il y a cette espèce de, tu sais, de décor un peu indien dans ce qu'on voit de l'imagerie indienne. Voilà, humour, c'est loufoque et tout. Moi, je vous le recommande, c'est très très simple à faire. C'est un petit jeu qui prend pas beaucoup de temps, mais parfait. Si vous avez Steam Deck ou Roguelike, c'est parfait. C'est un jeu qui méritera, à mon avis, une seconde vie sur mobile, parce qu'il est vraiment fait pour. Il n'y a pas beaucoup de contrôle. Je vais me le faire, tiens. Donc voilà, 30 Birds, ça s'appelle, et ça coûte pas très très cher en plus. Daz, merci beaucoup d'avoir fait cette émission. Merci à toi. J'étais ravie de monter à bord du Daz Airlines. Ah, c'est toujours un plaisir de partager la passion. De revenir dans notre tendre jeunesse des années 80. On te retrouve sur ta chaîne. Oui, twitch.tv/DazJDM. Tous les jours, quasiment, toutes les semaines, toute l'année. À bord de quel avion ? Principalement le TBM 930, un avion français, oui madame, le monomoteur le plus rapide du monde. Tout à fait. Voilà. Vous le savez, le commandant de bord est prêt et il vous attend pour l'embarquement. Avec plaisir. Merci à vous toutes et à vous tous d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez nous retrouver en multidiffusion sur la chaîne Tech & Co, en replay sur le site Tech & Co et sur la plateforme RMC BFM Play, sur YouTube évidemment, et en podcast partout. Vraiment zéro excuse pour ne pas réécouter cette magnifique émission. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour débriefer l'année 2024,
les Game Awards et vous donner des petits conseils, Noël et tout, et puis parler de 2025 qui s'annonce quand même particulièrement chargé. Il va falloir embarquer très très vite sur Flight Sim parce que le reste arrive tout aussi vite. J'ai hâte. Ah bah j'imagine. Merci beaucoup à vous tous. Et bien écoutez, jouez bien ou prenez votre envol comme Daz. Ciao ciao. Ciao.